Bonjour, le Bitcoin a enfin rejoint les 50 000 $. À quoi faut-il s'attendre à présent? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner. D'ailleurs, au passage, vous pouvez également me suivre sur Twitter. Donc je fais des updates réguliers, surtout sur les petits time frames, donc c'est surtout pour les traders. Mais ça peut être intéressant, surtout à partir du mois de septembre, où je vais revenir de vacances, où il y aura beaucoup plus d'updates, donc sur Twitter. Donc abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu et laissez un commentaire. Ensuite, pour ceux qui veulent soutenir plus activement la chaîne, vous pouvez utiliser les liens d'affiliation sous les vidéos, également faire un don directement en crypto via les adresses sous les vidéos. Et enfin, sinon, vous pouvez tout simplement utiliser la fonctionnalité qui se trouve ici, le petit merci avec un cœur, vous cliquez dessus et vous pouvez faire directement un don de 2, de 5, de 10 ou de 50 $. Et d'ailleurs, je remercie déjà toutes les personnes qui ont utilisé cette fonctionnalité. Voilà, sans plus attendre, on va passer à l'analyse du jour. On va commencer par jeter un œil au CryptoFear. Donc, toujours dans la zone des 70, donc aujourd'hui 79. Et ce qu'on veut voir pour une belle et grosse tendance haussière, on l'a vu déjà plusieurs fois, c'est un CryptoFear compris entre 80 et 95. Et en général, ça nous annonce, comme lors des précédentes grosses tendances haussières, comme ici, eh bien, une belle tendance haussière et pourquoi pas aller faire des nouveaux plus hauts, aller rechercher les 80 000, les 100 000 $. Donc un CryptoFear au-dessus des 80, entre 80 et 95, c'est très bien pour une belle tendance haussière. Maintenant, ce qu'on regarde à la baisse, c'est la zone des 40, c'est-à-dire que en cas de correction, on surveillera attentivement la zone des 40 et c'est là qu'on cherchera à faire des achats. Bien entendu, on ne va pas se baser uniquement sur le CryptoFear parce qu'on peut également casser cette zone des 40 au cas où ce ne soit pas juste une correction mais une rechute. Mais en tout cas, si on veut faire des achats, la prochaine correction, on regardera attentivement la zone des 40. Voilà, rien de plus à dire sur le CryptoFear. Toujours dans la zone des 70, en général c'est la zone neutre, hein, un peu la frontière entre l'indécision, soit on va passer, on va monter rapidement dans les 80, 85, 90 et on aura une belle jambe haussière, soit on va corriger, on va redescendre un peu et on surveillera la zone des 40. Voilà, donc on va continuer avec, alors il faut que je retrouve le bon graphique. Voilà, on va rester sur celui-là. On va se mettre en 4 heures. Et on va voir déjà qu'est-ce qui se passe en 4 heures. Donc, nouveau sommet. Le dernier sommet était autour des 49 000. Aujourd'hui, on a été tapé les 50 500 $. Donc, nouveau sommet, nouvelle divergence baissière. Donc, toujours prudence. Hein, je déconseille toujours les achats dans cette zone. Puisqu'on est sous les grosses résistances. On verra ça après en daily et en weekly. Donc, attendre plutôt si vous voulez faire des achats. Si vous avez par exemple loupé toute cette hausse là, attendre la première grosse correction. Il y en aura une. Alors pas forcément une grosse correction d'ailleurs, parce que si les whales ne veulent pas vous laisser rentrer sur le marché, il y aura seulement une petite correction. Mais il y aura une correction. Si on est bien dans une reprise de la tendance haussière, on est dans une vague 1, on aura forcément une vague 2. Donc attendre des bougies rouges avant de rentrer et ne FOMO pas sur les 50 000 $, parce que juste au-dessus de nos têtes, on a quand même de belles résistances. Voilà. Et puis qu'en plus, on a des divergences sur pratiquement tous les time frames. Donc divergence sur le RSI. Au niveau du MACD, on a des confirmations baissières. Bon, je rappelle, c'est un H4, hein, c'est sur du court terme. On a eu des confirmations, on a croisé à la baisse, on est repassé sous la zone de surachat. Le MACD, alors il faut attendre la confirmation, mais il est sur le point de confirmer également. On a également regardé une sorte de M-top, avec en plus sûrement une divergence. Donc prudence sur du court terme. Il faut probablement s'attendre à continuer un peu la chute. On surveillera bien entendu cette zone-là, c'est-à-dire le bas du canal, qui également correspond à peu près également le haut, donc au niveau de support ici horizontal des 48 000 $. Donc si on casse le haut ici et le canal,
on ira rechercher un peu plus bas. Bien entendu, il y aura cette zone-là qui sera un gros support, mais vu qu'on l'a déjà testé 2 fois, il ne faudra pas s'attendre à ce qu'il fasse support une 3e fois, et on ira sûrement, probablement, si on casse cette zone-là, chercher, même pas forcément si on la casse, mais si on y va, on ira probablement chercher plus bas. Mais pour l'instant, c'est juste du 4 heures, et on va voir que sur les plus gros time frames, pour l'instant, tout va bien. Donc le 4 heures, il est un peu bearish, mais c'est juste du 4 heures, donc c'est pas très important. Le daily, on va commencer par, bon, on va rester vite fait sur le MACD, toujours bullish, on va se rapprocher un peu, là il est sur point de croiser, mais on s'en fout, il peut croiser tant qu'il veut, tant qu'il reste au-dessus de la zone de surachat, il n'y a aucune confirmation baissière, donc c'est pas très important. Vous voyez là il peut faire des croisements, des croisements, des croisements, tant qu'il reste au-dessus de la zone de surachat, c'est pas très grave. Et on n'a pas de confirmation non plus sur le MACD, il est toujours bullish. Donc le daily pour l'instant au niveau du MACD, du stock RSI, toujours bullish. Par contre, on peut voir que, en zoomant un peu, la bougie commence à être plutôt vilaine par contre. Vous voyez, c'est plutôt, ça ressemble à une bougie de rejet pour l'instant. Alors elle n'a pas clôturé, hein, la journée n'est pas finie. Mais si elle devait clôturer ainsi, c'est pas une bougie très jolie. Avec une forte mèche vers le haut, ça indique un gros rejet vers le haut. Du coup, plutôt un gros rejet vers le bas. Donc ensuite, le RSI, toujours pareil, pas de changement. On additionne les divergences, on est toujours en train de diverger. Vous voyez, on fait toujours des nouveaux plus hauts, mais des nouveaux plus bas. Donc toujours la divergence. On va se remettre notre petit trendline. Voilà, toujours sur cette trendline. Ce qu'on veut, nous, c'est casser le niveau de résistance au-dessus et également casser la trendline baissière sur le RSI. Et ce qu'on veut pas, c'est casser par contre le bas. Voilà. Donc si on devait corriger, casser ici, tant qu'on casse pas ici, ça va. Si on casse ici, on validera toutes les divergences en fait. Parce que pour valider une divergence, il faut casser la base des divergences. Donc on a celle-là ici, celle-là ici. Donc on va prendre en compte la dernière. Donc si on casse le bas, ce bas-là, en plus, on sortira de cette figure. Ça nous annoncera plutôt une baisse à venir. Donc, casser ici, ça n'a pas trop grande importance. Par contre, si on casse le bas au niveau du RSI, là, ce sera plutôt mauvais signe. Voilà. Bien entendu, ceux qui veulent tenter un short ici à la cassure, vous pouvez. Alors moi, j'aime pas trop. Vous voyez ici, on avait cassé légèrement, malheureusement. D'ailleurs, je crois que c'était, comme d'habitude, Carl The Moon aime bien ce genre de figure. Il avait préconisé des shorts ici, comme d'habitude, et vous voyez, c'était juste un fake out. On était venu se rappuyer sur le gros support ici. Donc, mais vous pouvez toujours, hein, avec un petit stop légèrement au-dessus. Mais voilà, c'est pas des choses que je préconise de trader les figures chartistes simples comme ça, parce qu'en général, c'est des figures que tout le monde regarde et elles marchent sur les cryptos. Vraiment peu souvent, surtout sur les petits time frames, sur les gros time frames. Les figures comme ça marchent plutôt sur les petits time frames, le 15 minutes, le 30 minutes, le 1 heure, parce que les gens ne traitent pas, les particuliers, les gros youtubeurs ne traitent pas sur ces petits time frames, et donc elles sont plutôt efficaces, les figures chartistes, que ce soit épaule tête épaule, etc., sur les tout petits time frames. Mais sur les gros time frames, là où tout le monde attend de les voir, en général, elles fonctionnent pas très bien, et sur le Bitcoin et les autres cryptos, ça nous fait souvent plutôt des fake out. Donc je ne traderai pas uniquement sur une figure chartiste. Bien entendu, si vous avez d'autres indicateurs qui vous disent que on va baisser, notamment par exemple on a vu qu'en 4 heures c'était baissier, là vous pouvez prendre un short mais pas uniquement sur le break d'une figure comme ça. Ça peut vous servir de confirmation, mais ne tradez pas juste avec une rising wedge. Oui voilà, pour ceux qui veulent savoir, c'est une rising wedge. Donc c'est une figure en théorie baissière. En général, les figures comme ça casse vers le bas. Donc ça, c'est pour le RSI. Ensuite, on va aller voir... On va sortir du daily, hein. On va aller voir le 3 jours. Ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé 3 jours. On va regarder le MACD. Alors rappelez-vous, hein, le 3 jours, on aime bien le 3 jours ici sur cette chaîne. Parce que le daily, il nous donne beaucoup de faux signaux. Le 3 jours, il est beaucoup plus pertinent. Rappelez-vous, ici, il avait croisé à la baisse le MACD.
ici alors qu'on n'avait pas encore fait de nouveau plus haut. C'est pourquoi ici nous on était plus bearish que bullish alors que tout le monde s'attendait à aller rejoindre 100 000 $. Nous on s'attendait plutôt à une chute sauf confirmation haussière. C'est-à-dire on attendait une confirmation sur le RSI, sur le MACD, sur le Crypto Fear, etc., etc. Mais vu qu'on n'a eu aucune confirmation haussière, eh bien on s'attendait plus à une chute. Donc ça n'a pas loupé. Ensuite, une fois qu'on a commencé bien à chuter, eh bien toujours on attendait les confirmations. Et on avait eu nos confirmations par ici, à partir d'ici. Donc toutes nos confirmations avec un stock RSI qui a recroisé, qui est repassé au-dessus de la zone de survente. Et le MACD qui a croisé, qui est repassé au-dessus de la zone, qui nous a donné des belles bougies vertes. Toute cette ici, ici et ici, c'était nos confirmations en 3 jours. C'est pour ça qu'on a pris des achats, contrairement à la masse qui, elle, a paniqué ici et on a eu des grosses ventes, que ce soit sur ce bas et sur ce bas, alors que nous, on s'attendait juste à un fake out pour avoir un gros rebond. Donc c'est ce qui s'est passé, on a eu toutes nos confirmations. Maintenant, ça va être la même chose en cas de baisse. Si on devait corriger, on paniquera pas tant qu'on restera bullish sur le 3 jours. Si on commence à avoir des confirmations baissières sur le 3 jours, effectivement, on pourra commencer à se poser des questions et voir si, et du coup se dire, on était peut-être juste dans un rebond. Parce que je vous rappelle, il y a deux scénarios. Soit on a fini la correction ici et que ça, c'était un bottom qui s'est construit sur plusieurs mois. Soit on a fait une vague A, une vague B, et on attend une vague C qui nous donnera soit un double bottom, soit aller rechercher légèrement plus bas, pourquoi pas les 0,618 de toute la hausse, le Fibo 0,68 de toute la hausse qu'on n'a jamais été touché. On l'a touché sur l'Ethereum, mais pas sur le Bitcoin. Peut-être tout simplement parce que énormément de gens regardaient cette zone, voulaient faire des achats ici. Donc du coup, le BTC nous en a pas donné l'occasion. Heureusement que nous, on a les yeux rivés sur une multitude d'indicateurs, ce qui nous a permis de faire nos achats tout du long. Voilà, donc pendant que les autres étaient baissiers, nous on faisait des achats et ça va être la même chose à la baisse. Si on commence à chuter et que tout le monde panique, nous on gardera la tête froide tant que au moins ces deux indicateurs nous confirmeront pas la baisse. Donc une confirmation baissière, on voudra bien évidemment que ça croise. Alors là déjà, ce qu'on peut voir c'est que ce serait bien de monter plus haut que ce sommet, parce que si on continue à monter et qu'on rechute, on aura une sorte de vilain M, un peu comme ici. Et si on monte pas plus haut, on aura même une divergence. Mais voilà, ce sera un premier avertissement, mais tant qu'on passe pas en dessous de la zone de surachat, tout ira bien. Si par contre on chute, un vilain M, on repasse en dessous de la zone de surachat, là ce sera plutôt mauvais signe. Et si en plus par la même occasion le MACD croise et du coup il nous donne des bougies rouges, là ce sera une confirmation baissière. Mais pour l'instant, tout va bien. Donc on va en profiter d'être sur le 3 jours pour aller voir le Gaussian Channel en 3 jours. Et du coup aujourd'hui je vais vous en apprendre un peu plus sur le Gaussian Channel. Parce qu'en général quand je vous présente des indicateurs, je vous simplifie et je vous donne les choses simples. Et petit à petit, au fur et à mesure des vidéos, je complète les informations. Donc du coup, là je vais vous apprendre un peu plus de choses sur le Gaussian et comment on peut s'en servir. Donc déjà, vous voyez qu'en 3 jours, on arrive sur la résistance du haut du canal du Gaussian. Donc ça rajoute un niveau de résistance avec le Fibo 0,618 entre autres. Mais on a également aussi, alors d'ailleurs je l'ai partagé sur Twitter, je vais descendre un peu. Voilà, on arrive sur une grosse résistance. Alors, vous voyez, graphe 1, super trend, parce qu'on a, on le verra après en weekly, on a le super trend qui est juste au-dessus, la résistance du super trend. On a donc le Fibo 0,618. On a également la trendline long terme. Alors bien entendu en daily on est au-dessus, mais vous voyez qu'en weekly, eh bien on n'a pas encore vraiment cassé. Et pour finir, on a le canal, mais on verra tout ça après parce que c'est du weekly. Bref, on a pas mal de résistance à ce niveau-là. En plus, du coup, il faut rajouter maintenant le haut du Gaussian Channel en 3 jours. Donc, pour ça que je vous dis, évitez les achats. On n'achète jamais sous une résistance. Et là, on a quand même un paquet de résistance aux alentours des 50-51 000 $.
Donc par contre, bien évidemment, si on passe au-dessus du Gaussian Channel, là ce sera un bon signal d'achat, puisqu'on aura également cassé tout ce paquet de résistance. Mais si on tient compte juste du Gaussian Channel, passer au-dessus du canal ne suffit pas. Il faut également, pour valider, qu'on repasse en vert. Et c'est pas instantané. Vous allez voir que c'est pas parce qu'on casse ici, vous voyez, qu'on passe en rouge, ou même qu'on casse ici, qu'on passe en rouge, vous voyez, qu'on est passé en rouge que ici. C'est un peu en décalage, un peu comme la lagging span d'Ishimoku. Ça nous donne des confirmations. Alors je vais vous montrer des exemples. Par exemple, vous voyez là, on est passé au-dessus du canal. Mais on était toujours dans le rouge. Donc on aurait très bien pu être en fake out et recasser et rechuter. Mais à partir d'ici, on est repassé dans le vert, donc on a eu nos confirmations. En fait, pour avoir la confirmation, il faut être au-dessus du canal et en même temps être dans le vert. Et pareil ici. Vous voyez, ici, on passe en dessous du canal et c'est rouge. Donc ça veut dire que c'est, on a toutes les confirmations. Si on passe comme ici, par exemple, en dessous du canal, mais qu'on est dans le vert, eh bien, faut être prudent, on n'a pas les confirmations. Et vous voyez, ce qu'on a fait un gros rebond. Et ensuite, on a chuté. Et là, on avait les confirmations parce qu'on était dans le rouge et en dessous du canal. Et ce qui nous a donné une grosse chute par la suite. Donc, en gros, il faut regarder en même temps si on est au-dessus et en dessous du canal, mais en même temps si on est dans le vert ou dans le rouge. Comme vous voyez ici, par exemple, on est passé au-dessus du canal. On était en dessous, on est passé un peu au-dessus. Un peu comme ici, hein, si on arrive à passer au-dessus. Mais on est toujours dans le rouge. Donc ça nous dit prudence. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien voilà, on est rechuté aux 3000 $. Tout simplement parce qu'on n'était pas dans le vert. Là, ici, on passe au-dessus du canal. On est toujours dans le rouge, prudence, prudence, prudence. Ici, seulement, le 8 juin, on est toujours au-dessus du canal et on est dans le vert. Donc là, on a des confirmations. Et regardez ce qui se passe. Eh bien, vous avez une belle tendance haussière. Voilà. Donc, passer au-dessus du canal, c'est bien. Surtout que, comme je vous l'ai dit, si vous cumulez avec le reste, on sera au-dessus d'une belle zone de résistance. À voir après si elle fait support. Mais au niveau du Gaussian, pour les confirmations, il faudra également repasser dans le vert. Voilà. Et c'est pareil sur tous les time frames. D'ailleurs, du coup, on va aller voir un petit peu aussi le 5 jours. Et comme vous pouvez voir, le 5 jours, je vous rappelle qu'on est toujours dans le vert. Donc, on n'a également aucune confirmation baissière. Alors, on avait vu que quand même, par le passé, quand on pénètre en général juste dans le nuage, c'est plutôt bearish parce qu'on reste très longtemps avant d'en ressortir. Mais si on prend toutes les données, eh bien, on est toujours dans le vert, donc c'est pas si bearish que ça. Vous voyez, lors du dernier bear market en décembre 2017, janvier 2018, on a eu les confirmations seulement ici. Voilà, vous voyez, quand il est devenu rouge. Et le moment où c'était un bon moment pour shorter, c'était ici. Voilà, on est passé en dessous du canal et en même temps c'est rouge et on a perdu directement 50%. Voilà, donc on attendra bien entendu sur le 5 jours. Ce qui va être important, c'est dans maintenant plus très longtemps, puisqu'on est le 23, donc ce sera demain soir en clôture, pour voir si on va rester au-dessus du canal. Et donc là, ce sera plutôt une bonne nouvelle, parce qu'on sera dans le vert et au-dessus du canal. Donc en général, quand on est dans le vert et au-dessus du canal, eh bien c'est plutôt bullish. Donc on attendra la clôture demain pour la nouvelle bougie, et on aura notre première bougie théoriquement qui sera entièrement au-dessus du canal, sauf si bien entendu d'ici demain on a une grosse correction et que on réintègre le canal. Mais pour l'instant, si on continue et on tient, alors le haut du canal est aux alentours des 46 000 $, on va dire. Si demain on clôture la journée au-dessus des 46 000 $, on aura une première bougie qui se trouve entièrement au-dessus du canal. Bien entendu, la bougie fera aussi qu'elle clôture, donc après ce sera le 29 août. Mais voilà, ça on a encore le temps. Mais le 29 août, effectivement, quand la prochaine bougie clôturera, on aura notre prochaine bougie de clôture au-dessus du canal. Et ce sera un signal très bullish. Maintenant, on va passer au weekly. Du coup, on va changer de graphique parce que Binance, il n'est pas assez vieux pour faire du weekly. On va passer sur le Bitcoin Index qui, lui,
remonte en 2010, hein, donc à peu près la création du Bitcoin. Et on va commencer par... Bon, on va rester dessus. Je voulais commencer par le MACD comme d'habitude, mais vu que du coup je suis resté sur le NVT, on va rester sur le NVT. Donc ça fait un moment que je ne vous ai pas parlé du NVT. Hein. N'hésitez pas, quand je ne vous parle pas d'un indicateur pendant une certaine période et que vous voulez avoir des nouvelles, à me le dire en commentaire. Mais du coup, je ne vous ai pas dit, mais on a eu un gros signal d'achat également sur le NVT. Alors rappelez-vous, le NVT, hein, nous on le prend très simplement. Hein. Quand c'est rouge, c'est bullish. Quand ça passe dans le bleu, c'est un avertissement et en général, il faut s'attendre à une grosse chute. Vous voyez, là, rouge, c'est bullish, ça passe en bleu, grosse chute. Pareil ici, on est passé dans le rouge, bleu, grosse chute. Bon, on l'avait vu, c'était une des confirmations qu'on attendait. Rappelez-vous, je vous ai fait une vidéo quand on est à peu près là, même sur TradingView, quand on était à peu près là, au mois de février, donc plusieurs mois avant la chute. Je vous ai fait une vidéo et des analyses sur TradingView qui vous recensait à peu près une dizaine d'indicateurs qui nous allaient nous donner un top de marché, et le NVT en faisait partie, et je vous disais, attention, pour l'instant on est dans le rouge, au moment où on va avoir du bleu, eh bien ce sera un signal qu'on est probablement sur un top de marché. Donc ici on avait eu du bleu, je vous ai dit attention, faites très attention, on était repassé brièvement dans le rouge, mais on était toujours, vous voyez, sous, il y a aussi la ligne jaune qui compte. Et du coup, regardez, on est avait remonté, on n'avait pas repassé au-dessus de la ligne jaune, on est repassé dans le bleu, donc je vous avais dit, attention, gros signal baissier, ça n'a pas loupé, on a chuté, et du coup, maintenant, ici, on a eu un premier signal quand on est repassé au-dessus de la ligne jaune, vous voyez, et on a une confirmation ici, donc sur cette bougie, donc tout dépend, le bas de la bougie est au 29 000, le haut, il est au 35 000, donc on va dire environ aux alentours des 30 000 $, on a eu une confirmation du NVT. Et pour l'instant, du coup, depuis, tout va bien. Le NVT a encore fonctionné. Et maintenant, eh bien, tout simplement, on va encore surveiller. Et si on voit que le NVT repasse en bleu, ce sera un signal comme quoi on aura sûrement une grosse correction à venir. Bien entendu, on surveille aussi la ligne jaune. Si on est en bleu et en plus on repasse en dessous de la ligne jaune, là, il faut s'attendre à une vraiment très grosse correction. Mais pour l'instant, tout va bien. Est-ce qu'on va parler du ADX NDI aujourd'hui? On peut. Mais alors très rapidement, hein. En weekly, il est plutôt fiable. C'est-à-dire, vous surveillez la ligne verte et la ligne rouge. Hein. Quand la ligne rouge passe en dessous de la ligne verte, c'est plutôt bearish. Et dans l'autre cas, eh bien, c'est bullish. Donc là, on était plutôt bearish sur cette zone-là. Et là, on est repassé bullish ici, donc le 2 août, voilà, sur cette bougie là, donc entre les 37 000 et 43 000 $. Alors bien entendu, c'est pas un signal à prendre tout seul, mais ça peut être une confirmation supplémentaire. La ligne jaune, c'est quoi la ligne jaune? C'est tout simplement la force du mouvement. Donc vous voyez, plus ça monte, plus le mouvement est fort et suivi. Donc comme vous pouvez le voir, par contre, c'est que le mouvement là, il n'est pas du tout suivi. On a bel et bien une cassure haussière, un signal bullish, un signal d'achat, mais par contre la ligne jaune, elle n'est pas remontée. Normalement, en général, quand on a un signal d'achat, on veut voir que ça remonte, que le mouvement est puissant. C'est un peu lié au volume, hein. Comme vous pouvez voir, en ce moment on n'a pas trop de volume, et malgré la grosse hausse qu'on a, on n'a pas eu une augmentation des volumes. Donc ça peut vous appeler aussi à la prudence, parce que vous voyez, la force du mouvement, elle est faible. C'est un mouvement haussier, mais un mouvement haussier faible, c'est-à-dire un mouvement qui n'est pas suivi. Après, c'est un peu normal, on est toujours en vacances. Il y a pas mal d'institutionnels qui sont encore toujours en vacances, donc les volumes sont plus faibles pendant les vacances, c'est toujours le cas, comme un peu les week-ends, on a toujours moins de volume. Donc c'est un peu logique, ça ne veut pas dire que la hausse n'est pas validée, c'est tout simplement qu'il y a moins de monde sur le marché, mais qu'on monte tout simplement parce que le peu de gens qu'on a, le peu de volume, eh bien, il y a tout simplement plus d'acheteurs que plus de vendeurs. Après, bien évidemment, on est sur le marché des cryptos, il y a énormément de gens qui jouent avec des leviers, les futurs sont très importants sur les cryptos, donc on avait aussi également beaucoup de gens short, donc qui se sont fait liquider, et quand des gens short se font liquider, eh bien, ils doivent racheter leur position, et ça contribue à faire monter le prix. Voilà, donc prudence, comme les volumes, on n'a pas de force sur ce mouvement haussier. Voilà. Et on a vu également que ces derniers jours, on avait de plus en plus de divergences. Donc le mouvement haussier perd de plus en plus de force. Hein. De toute façon, on peut le voir en daily. Hein.
on a une belle mouvement haussier, une correction, un beau mouvement haussier, et là on traîne un petit peu, vous voyez, on continue à monter depuis ici, mais en dents de scie, voilà, c'est pas vraiment un mouvement très puissant, depuis les 45 000 jusqu'aux 50 000, on traîne, voilà, normal, on arrive sous de grosses résistances, donc prudence, encore une fois, je vous dis, c'est pas le moment pour faire des achats. Ensuite, du coup, on va regarder le MACD. Donc, on attendait hier les confirmations. On a eu nos confirmations. Le MACD, il est bullish. On a des bougies vertes. 3 petites bougies vertes qui s'enchaînent. Donc, le weekly, le MACD, le stock RSI, toujours bullish. Là, on va peut-être avoir un croisement si on continue. Alors, désolé. On n'est pas en weekly. Bon, c'est pas grave. En daily, on est bullish. C'est bien. Mais de toute façon, c'est à peu près la même chose. Donc, on attendait, je me disais, on n'était pas censé avoir 3 bougies rouges, mais que 2. Voilà. Donc, on a notre deuxième bougie verte. On a une confirmation haussière. C'est bien propre. Hein, depuis la semaine dernière, on a vu qu'on avait déjà confirmation. On attendait de voir comment ça allait se passer, voir si ça allait continuer. Et pour l'instant, tout va bien. C'est très bullish sur le MACD en weekly. Et c'est également très bullish. Hein. On a eu le premier signal ici le 12 juillet qu'on a croisé. On a eu la confirmation ici vers le 2 août. Encore une fois le 2 août, au même moment que le AXNDI. Quand on est repassé au-dessus de la zone de survente. Et pour l'instant, bah, il n'y a rien à dire. Hein, c'est bullish. Et bien entendu, on attendra maintenant, si on devait avoir une forte chute, des confirmations baissières sur le weekly. Malheureusement, le weekly, c'est lent. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il vaudra mieux regarder avant le 3 jours parce que vous serez prévenu bien plus tôt. Donc, rien à dire, très bullish sur le weekly. On va donc aller faire un tour sur Ichimoku. Alors, rien n'a changé sur Ichimoku. On est toujours au-dessus de la Kijun, très bon signe. On est toujours dans le neutre. Je dis neutre parce qu'on n'est ni au-dessus ni en dessous du prix, on est parfaitement dans le prix avec la lagging span. Et comme vous le savez, pour avoir un gros mouvement haussier, aller faire des plus hauts, nous ce qu'on veut, c'est que la lagging span passe au-dessus du prix. Parce que c'est dans ces périodes, quand on est au-dessus du prix, qu'on est en tendance haussière. Bien entendu, si on devait avoir une grosse correction et qu'elle passait en dessous, ce sera plutôt bearish. Surtout si on repasse en dessous de la Kijun, donc en dessous des 46 000 $. Donc on vérifiera. Si jamais on devait avoir une correction et qu'on passe en dessous de la Kijun, tant que la lagging span reste dans le prix, ça ira. Si par contre on commence à faire des clôtures sous la Kijun et qu'en plus la lagging span passe en dessous du cours du prix, là par contre ce sera mauvais signe. Là ça veut dire qu'on sera en tendance baissière weekly sur Ichimoku. Et en général, c'est vraiment pas bon signe. Faut s'attendre à des grosses baisses. Mais pour l'instant, on est toujours bullish, légèrement neutre. Légèrement neutre, pourquoi? Parce que la lagging span n'est pas repassée au-dessus du cours du prix. Mais on est toujours dans ce mouvement haussier là. Vous voyez le mouvement haussier qu'on a entamé là. On n'en est toujours pas sorti, puisqu'à aucun moment la lagging span n'est repassée en dessous du cours du prix. Là, elle est dans le prix, mais elle vient du dessus. Donc, ça peut être considéré comme tout simplement, on vient tester le cours du prix et on remonte après. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est bullish, notamment on est au-dessus de la Kijun, donc c'est bullish. Légèrement neutre, parce qu'on est quand même dans le prix et pas bien au-dessus, mais plutôt bullish. Voilà, donc on surveillera ça les semaines à venir, notamment la Kijun en premier, et ensuite, on verra si on a la confirmation de la lagging span pour une tendance baissière, ou au contraire, qu'on arrive à maintenir les niveaux, ou pourquoi pas faire un petit fake out en dessous de la Kijun et remonter. Et ensuite, si on repasse au-dessus du cours du prix, là ce sera très bullish et il faudra s'attendre à aller faire des nouveaux plus hauts. Allez, on va s'arrêter là pour le weekly. On va aller jeter un œil au vague d'Elliott très rapidement. Donc, premier scénario, vous le connaissez, c'est une grosse ABC. Vous voyez, donc ABC, ça fait un mouvement en 5, 3, 5. On a bien fait 1, 2, 3, 4, 5. Là, on s'attendait donc du coup à un mouvement, une vague B en 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, j'avais mis le haut du point B tout simplement au 0,618 parce que c'est un niveau en général très important. Donc, on ne l'a pas encore tout à fait touché, mais presque.
D'ailleurs, je vous avais dit dans la dernière vidéo, on n'ira peut-être même pas le toucher, parce que si tout le monde s'attend, regarde le 0,618 et attend soit qu'on le dépasse pour faire des achats, soit qu'on l'atteigne pour shorter, eh bien, on n'ira peut-être même pas le rechercher. Donc, ensuite, malheureusement, selon ce plan, il faudra s'attendre à une vague C. Donc la vague C pourrait très bien faire un double bottom, aller chercher un peu plus bas les 0,618 ou encore plus bas. Donc plus bas, il y a quoi? Il y a la ligne pointillée bleue, c'est tout simplement les 0,382 de Fibo, mais en logarithmique. Voilà. Là, c'est les 0,618 classiques. Et si, en général, quand il y a des gros time frames, donc sur une longue période, on peut aussi regarder, mettre le Fibo en logarithmique. Bon, je vais vous montrer quand même pour que vous sachiez de quoi je parle. Hein. Prenez le bas, retracement Fibo, vous mettez au bas, vous mettez en haut. Vous voyez, donc là, on a les 0,5, 0,618, donc nos fameux 0,618 classiques. Si maintenant vous cliquez et que vous allez dans paramètres, et vous mettez niveau de Fibo basé sur une échelle logarithmique, vous voyez, vous aurez des niveaux totalement différents. Et que vous pouvez voir que c'est la ligne des pointillés bleus, c'est les 0,382 du coup en log. Et c'est également quelque chose en général sur les gros time frames qui est très pertinent. Et vous voyez que nos 0,618 sont beaucoup plus bas, ils sont 11 000 $. Mais là du coup, on ne les regarde pas parce que c'est vraiment très bas et ça ne nous intéresse pas. Mais par contre, les 0,38 nous intéressent. Donc si on devait rechuter et casser les 0,618 qui se trouvent à peu près aux 27 000 $, on regardera attentivement les 22 250 $. Et ensuite, bien entendu, on aura tout simplement les Fibo classiques, la zone de rechargement de longue, on va dire, on va appeler ça comme ça. Donc les 0,76, 8 et 74, 6. Et aux alentours des 16, 18 000 $. Mais on n'est pas du tout là, parce que pour l'instant, on n'a aucune validation de ce scénario. Pour l'instant, les indicateurs, aucun indicateur nous valide une baisse, mis à part peut-être qu'on est toujours sous des cross et le super trend en weekly. Mais pour l'instant, il faut aller par étapes. Donc avoir une idée long terme, c'est bien, mais c'est d'abord les petits time frames qui vont nous annoncer les gros time frames. Ça fait boule de neige. En général, on a les premiers signes baissiers sur le 4 heures, puis sur le daily, puis sur le 3 jours, sur le weekly, etc. etc. Donc, tant que les petits moyens time frame ne nous disent pas qu'on va baisser, pour l'instant, on est dans une tendance haussière. Donc, on reste haussier. Donc, on recherche plutôt des achats. Voilà. Donc, bon, bah ça, c'est le premier scénario. Mais pour l'instant, vu qu'on n'a aucune confirmation baissière, eh bien, on ne va pas s'en occuper. On va plutôt s'occuper du deuxième scénario. Le deuxième scénario, on va s'enlever le RSI, c'est que on a déjà trouvé le bottom, qu'on a fait une correction, alors soit en WXY, soit en WXYXZ, peu importe, hein, ça va pas nous aider de toute façon à savoir, à décompter la correction. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'on a une correction et qu'on avait une zone d'achat placée déjà depuis plusieurs mois, avant même qu'on chute. On avait une zone d'achat ici, donc entre les 0,5 et les 0,618 de Fibo, tout simplement parce que c'est les retracements classiques d'une vague 2, donc une vague 1, une vague 2, et donc c'était la zone d'achat, c'est notamment pourquoi on a fait nos achats ici. Donc ensuite, vu que théoriquement on a atteint la vague 2, il faut s'attendre à une vague 3, puis une vague 4, puis une vague 5. Alors on va se mettre en weekly pour y voir plus clair. Voilà. Alors, donc on a une autre vague 1 en 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, très bien. On a une vague 2. Et donc maintenant, on est théoriquement dans une vague 3. Donc c'est pareil, dans notre vague 3, elle va se constituer en 1, 2, 3. Qui est pas ça. Ça bug un peu aujourd'hui, hein. Ça va être compliqué. Je recommence. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Bref.
Donc, comme je vous ai dit, si on est dans une nouvelle tendance haussière, donc dans une nouvelle vague, on est dans la vague 1. C'est pourquoi je vous dis de ne pas faire des achats, parce qu'on arrive quand même bientôt au sommet de la vague 1. Et ensuite, on aura une vague 2. C'est là qu'il faut racheter. C'est le bas de la 2. Voilà. Et ensuite, 3, 4, 5, etc. Donc, on va s'enlever ça pour y voir plus clair. Donc, bah, j'ai pas touché aux objectifs, hein, parce que les objectifs, je les avais calculés par rapport au 0,618. Et comme on a été pratiquement les toucher, eh bien, ils sont toujours valables. Donc, les objectifs, tout simplement, là, on ne prend pas de retracement, mais on prend les prolongations. Ça veut dire, vous mettez le bas ici, le haut de la vague 1 et au bas de la vague 2. Et vous voyez, vous avez les extensions Fibo et les objectifs les plus communs, hein, c'est entre les 1,618 et les 2,618. D'où la zone de vente ici, parce que ce sera une zone où probablement on va être rejeté et on va faire une correction pour avoir une vague 4. Et ensuite, la vague 4, je l'ai mis à 0,382, hein, donc là, classique, une vague 4. Et ensuite, une vague 5. Donc, alors, bien entendu, vous le savez, c'est ce scénario-là, c'est un des deux scénarios possibles, parce qu'il y a un grand débat. Est-ce que le bottom a été trouvé là? Et donc, on a fait une vague 1, une vague 2. Là, on était dans une vague 3, on vient de faire une vague 4, et on attend une dernière vague 5. Ou est-ce que le bottom a été trouvé là? Et là, on fait une vague 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça, seul l'avenir nous le dira. Comme vous le savez, moi, je suis un peu plus partisan pour un bottom ici. Notamment, il y a énormément d'altcoins où ici, on a fait un plus bas que ici. Donc du coup, sur ces altcoins, ça ne se discute pas. Si on fait un plus bas, bah, c'est forcément le bottom, hein. Une vague 1 ne peut pas retracer plus bas que son point de départ. Donc 1, 2, enfin une vague 2 du coup. La vague 2 ne peut pas aller plus bas ici. Alors ici, on n'a pas fait de plus bas. Mais sur pas mal d'altcoins, on a fait des plus bas. Donc, il y a beaucoup d'altcoins où la discussion, il n'y en a pas de discussion. C'est forcément le bottom est ici. Sur le Bitcoin, c'est discutable. Et également sur l'Ethereum, parce qu'on n'a pas fait de plus bas. Mais voilà, donc il y a un débat. Moi, je suis plus partisan de ce cas de figure, notamment, pourquoi? Parce que ça ferait un très gros piège. Je vous montre. Énormément de gens pensent qu'il ne nous reste qu'une vague haussière. Vous le savez, il y a énormément de gens qui pensent que là, on a fait une grosse correction et on attend une dernière vague haussière pour faire le top aux 100 000, 80, 100 000, 120 000, etc. Et ensuite, ce sera fini et voilà, on aura le bear market. Donc, ça confirmerait effectivement qu'on a eu le bottom ici, une vague 1, 2, 3, 4, dernière vague haussière et ensuite bear market. Voilà. Mais c'est trop facile. C'est trop facile. Si tout le monde s'attend à quelque chose, en général, c'est pas ce qui arrive. Alors qu'avec ce scénario, qu'est-ce qui va se passer? Vague 1, vague 2, là on fait une vague 3. La vague 3, vous voyez que je la situe entre 130 000 $ et 190 000 $. Ensuite, on aura une vague 4. Et la vague 4, regardez où elle va, à 91 000 $. Qu'est-ce qui va se passer dans la tête des gens si on monte à 130, 140, 150, 190 000 $ et qu'on retourne à 90 000 $? Eh bien, tout le monde va paniquer, tout le monde va revendre parce que tout le monde va le dire, aïe, on a trouvé le top du marché ici, maintenant bear market, on a atteint les 120 000 $, 130 000 $, maintenant on a atteint la dernière vague, 1, 2, 3, 4, 5, aïe, le top de marché est trouvé, et maintenant bear market pendant 1 ou 2 ans, on est repassé en dessous les 100 000 $, dès qu'on va recasser les 100 000 $, aïe, c'est le signal, on a atteint 130 000, 140 000, maintenant on part en dessous des 5 000, c'est la grosse correction, on va redescendre, tout le monde panique. Et donc, qu'est-ce qui va se passer si on est bien dans ce scénario-là? On va aller atteindre les 90 000 $, et ensuite, eh bien, on va remonter pour une dernière vague, et tout le monde va se faire piéger, tout le monde sauf les gens qui auront en tête les bons indicateurs et le bon scénario, et on va les rechercher beaucoup plus haut, parce que la vague 5, si tout se passe comme ça, pourra aller rechercher entre les 227 000 et les 364 000 $. Voilà. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qui t'arrive, Talak? T'es souvent plus bear que bull. Non, je suis ni bear ni bull, moi je lis seulement le graphique. Donc le graphique, d'après ce scénario, me dit qu'on peut aller beaucoup plus haut que les 120 ou 130 000, 150 000 $ que tout le monde attend. Moi, vous le savez, hein, depuis même 3 ans, depuis qu'on est en bear market ici, mes objectifs pour ce bull run, ça a toujours été entre les 80 000 et les 150 000 $. Et plus précisément même entre les 80 et les 120 000 $. C'était mes objectifs les plus, on va dire, raisonnables. J'ai toujours visé à peu près ces objectifs.
Mais il y a également beaucoup de monde qui attend le Bitcoin vers les 120, 130, 140, 150 000 dollars. Et en général, quand tout le monde attend quelque chose, eh bien, soit on n'y va pas, soit on peut aller beaucoup plus haut. Et du coup, voilà, avec un piège ici, tout le monde pensera, aïe, on a atteint les objectifs, on rebaisse, c'est la grosse chute, c'est le bear market, et enfin, on aura une dernière grosse jambe haussière, et on ira rechercher beaucoup plus haut. Et tous ceux qui seront dans le train ici, ils vont gagner énormément d'argent. Voilà, donc bien entendu, c'est juste un plan parmi d'autres. On peut très bien être également dans 1, 2, 3, 4, 5. On peut même être dans autre chose, mais c'est nos scénarios principaux. Donc c'est ceux-là qu'on va regarder et suivre régulièrement. Voilà. Alors, qu'est-ce qui confirmerait un top de marché ici? Parce qu'on pourrait très bien faire un top de marché ici. Hein. Eh bien, on va aller jeter un œil. Alors, vous voyez ici, le zone la plus importante, on est aux alentours des 100... Précisément, on est aux 129 000 dollars, d'où le titre de la vidéo. Eh bien, regardez, je vous en ai déjà parlé. C'est le... Si je le trouve, la courbe long terme. On va s'enlever tout ce qui nous sert à rien. Voilà. Donc, déjà, je vous rappelle qu'on arrive sur la ligne médiane. Ligne médiane qui est extrêmement importante parce que en général, quand on la casse, on va rechercher en bas, et quand on la casse à la hausse, on va rechercher en haut, et souvent même de cela très rapidement. En général, on met 1 à 3 mois pour atteindre le haut. Je vais changer de graphique d'ailleurs, parce qu'on a vraiment peu d'historique ici. Je vais remettre le bon graphique. Voilà. Et on va mettre même en mensuel. Vous allez voir de quoi je vous parle. Vous voyez le premier bull run, enfin, du moins le bull run de 2011, une fois qu'on l'a cassé, on a mis 2 mois. 2 mois, on a été rechercher le haut du canal. Ici, on l'a cassé, on a mis 1 mois. C'était en 2013, c'était vraiment une bougie, un mois extraordinaire. On a rejoint le haut du canal en 1 mois. Le dernier bull run de 2015, 2016, 2017, on a mis 1, 2, 3. 3 mois. Voilà, donc une fois 1 mois, une fois 2 mois, une fois 3 mois. Donc en moyenne, 2 mois. Mais en gros, c'est entre 1 et 3 mois. Donc ça arrive qu'il y ait des petits fake out. Vous voyez, là, on a fait un petit fake out en 2013 avant d'aller rejoindre le sommet. D'ailleurs, rappelez-vous, hein, on avait dit qu'on serait un peu peut-être dans le scénario de 2013 avec une première grosse jambe haussière, une baisse, donc on a eu de 50%, et une nouvelle vague haussière. Donc c'est un peu ce qu'on a fait là. On l'a cassé, fake out. Maintenant, si on repasse au-dessus, est-ce qu'il peut y avoir un double fake out? C'est peut-être pas, c'est pas quelque chose à privilégier parce que c'est jamais arrivé. Donc il y a plus de probabilités qu'on rejoigne le haut du canal. Vous voyez, même lors du précédent bull run, alors ça se voit pas en weekly, mais si on passe en daily, on avait également eu un petit fake out daily. Vous voyez, on était passé au-dessus quelques jours, on a rechuté, une chute quand même pas mal, hein, je pense de l'ordre de 40%, et ensuite on est parti rechercher le haut du canal. Voilà, donc là, prudence, parce qu'on est du coup sous une grosse résistance, mais une fois qu'on aura nos clôtures au-dessus, théoriquement, selon l'historique du passé, il faut s'attendre qu'entre 1 et 3 mois, donc septembre, octobre, novembre, aller jusqu'à décembre, on atteigne très rapidement le haut du canal. Et si on se met une petite ligne, quelque chose de raisonnable, comme ça, voilà, octobre, allez, octobre, on va se mettre même jusqu'en novembre, allez, fin octobre, vous voyez, on est aux alentours des 130 000 dollars. Donc ça correspond à peu près aux objectifs des vagues d'Elliott. Voilà, donc, et d'ailleurs, on va repasser rapidement sur, donc c'est pas ça. Vous allez voir qu'au niveau du timing, hop. Si on a quelque chose d'à peu près régulier comme ça, vous voyez que le haut il se situe environ au mois de décembre. Donc on pourrait être un peu plus rapide et faire quelque chose comme ça. Niveau fin octobre, début novembre, vous voyez, ça pourrait prendre une courbe comme ça. Et du coup, se retrouver au point de Fibo aux 130 000 dollars. Et du coup, mince, j'ai perdu mon graphique. Et du coup, sur le haut du canal,
et bien, pour le mois d'octobre, mois de novembre, aux 130 000 $. Par contre, bien évidemment, par le passé, ça nous a indiqué des tops de bull run. Donc théoriquement, je dis bien théoriquement, si on atteint cette zone, il faudra s'attendre à ce que le bull run soit fini et qu'ensuite on a un bear market pour aller rechercher le bas de la zone. Donc ensuite, du coup, il faudra s'attendre à quelque chose comme ça. Et aller rechercher pourquoi pas le mois de janvier, décembre, janvier 2023, un Bitcoin qui redescendra après être monté à 130 000 $ ou un peu plus, aux alentours des 50 000 $. Voilà, et donc bien évidemment, eh bien, ça exclura le scénario, mon scénario que j'aime bien, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, parce que une fois qu'on aura atteint là, si on atteint le haut du canal, théoriquement, on rentrera en bear market, et du coup, on sera plus dans le scénario 1, 2, 3, 4, 5, donc du coup, le scénario que tout le monde attend, avec une fin de bull market pour la fin de l'année, comme prévu. Que je vous rappelle, le Bitcoin est dans un cycle de 4 ans, et voilà, on a eu, vous voyez, la fin du bull market ici en fin d'année. On a eu un bottom ici au mois de décembre 2019. Donc vous voyez, 2017, vous rajoutez 4 ans, ça nous donne fin d'année 2021. Donc théoriquement, une fin de bull market pour la fin d'année 2021. Et ensuite, un bear market qui va durer 1 an ou 2 pour aller rechercher, eh bien, comme on l'a vu ici, décidément, j'arrive pas à prendre mon graphique. Ici, eh bien, environ les 50 000 $. Et si on prend les moyennes mobiles, parce que vous le savez, en général, on va rechercher les moyennes mobiles weekly, la moyenne mobile 200 weekly, elle se trouve actuellement au 15 000 $, mais d'ici 1 an ou 2, elle va continuer à augmenter, et il y a peu de chances quand même qu'elle arrive à 50 000 $. Faudrait faire une projection, mais il y a peu de chances que d'ici 1 an et 3 mois, elle arrive aux 50 000 $, donc ce sera à surveiller. Mais voilà, bon, bref. Donc vous l'aurez compris, il y a très forte chance que si on arrive à casser, eh bien, la grosse résistance qui nous fait face actuellement, c'est-à-dire environ les 50-51 000 $, qu'on aille faire des nouveaux plus hauts, eh bien, les objectifs, ce sera tout simplement les 130 000 $ pour dans 2 ou 3 mois. Voilà, bien entendu, on surveillera également, vous le savez, la zone de rechargement de short. Le haut de la zone de rechargement de short, c'est la dernière zone à passer pour nous dire qu'on n'est pas dans un rebond, mais dans une reprise de la tendance haussière, et elle se situe aux environs des 57 000 $. Correspond au Fibo 0,76 4 de Fibo, donc le haut de la zone de rechargement de short, zone à casser, pour nous dire que, aïe, les shorters ont abandonné, les gens qui veulent faire baisser les prix ont abandonné, et maintenant on va les faire des nouveaux plus hauts. Mais bien entendu, si on arrive déjà à casser la grosse résistance des 50-51 000 $, ce sera déjà un très bon signe. Voilà. Sur ce, je pense qu'on va se laisser là parce que la vidéo elle est assez longue alors qu'à la base je voulais faire une vidéo courte. Donc je vous dis à très bientôt. En attendant, soyez prudents, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Tchuss.